ça que j'ai pas connu. La suite du grand décryptage. Depuis vendredi, les images circulent et la polémique ne cesse d'enfler. Des policiers utilisent des lacrymos pour dégager des manifestants écologistes. Les forces de l'ordre se justifient. Le ministre de l'Intérieur demande des explications et l'opposition crie au scandale. Y a-t-il eu dérapage? La police en France est-elle de plus en plus violente? La question du maintien de l'ordre revient sur le devant de la scène aujourd'hui. Et on continue d'en parler avec Claude Veil, qui est resté avec nous. Nous aurons rejoint Denis Jacob, bonjour, secrétaire général d'Alternative Police. Vous donnerez bien sûr votre point de vue. Avec nous, Véronique Ressoult, bonjour, directrice générale de Dentsu Consulting. Et puis, Stéphane Piauget, service police-justice, TF1 LCI, bonjour. Bonjour. La scène donc s'est déroulée vendredi. Une action écologiste est menée sur le pont Sully à Paris. La police intervient. Et là, c'est la polémique. Vincent Lamot. Une pluie de gaz lacrymogène pour déloger ces militants écologistes. L'action des CRS est aujourd'hui contestée. Les forces de l'ordre ont indiqué qu'ils allaient utiliser les gaz lacrymogènes et s'en sont servis avec une très grande générosité, à plusieurs reprises, près des visages. Certains de nos amis suffoqués complètement. Pourtant, 15 minutes avant, les forces de l'ordre avaient tenté d'évacuer physiquement ces manifestants sans résultat. La réaction des CRS est alors proportionnée selon les syndicats de police. Les CRS n'ont pas de casque, n'ont pas de protection. C'est pas du tout le même type de gaz qu'on peut envoyer par exemple lorsqu'il y a des affrontements violents. Ça pique les yeux, ça fait pleurer. On a un sentiment de coupure respiratoire, mais il n'y a absolument aucun danger. La vidéo a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux et a fait réagir des personnalités politiques. Ça ne se passe pas dans une dictature, mais en France, souligne le PS. La France insoumise dénonce l'usage des gaz lacrymogènes et pointe plutôt l'inaction du gouvernement contre les gaz à effet de serre. Claude, il y a l'émotion à la vision de ces images. Est-ce que vous, elles vous ont choqué, par exemple? Bien sûr. Ces images sont insupportables. Alors après, on va analyser les causes, comment on est arrivé là, mais ma réaction normale de citoyen, et dont les gamins pourraient être là-dedans, c'est insupportable. Quand on voit les policiers arroser comme ça, à bout portant, vider leurs bombes sur des gamins assis par terre, qui ne sont pas menaçants, qui ne sont pas violents, qui ne sont pas agressifs, qui pratiquent le vieux truc de la défense passive consistant à s'asseoir par terre ou s'enchaîner les uns aux autres pour empêcher la police de les évacuer. Il y a quelque chose qui paraît disproportionné. Alors après, Castaner a demandé des explications au préfet. On va voir ce que le préfet dit. Est-ce que la chaîne de commandement assume totalement cet acte ou pas? Est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises ou pas? Je ne suis pas spécialiste du maintien de l'ordre. Les réflexions que ça m'inspire, c'est que, j'ai l'impression... Bon, d'abord, je crois qu'il faut avoir présent à l'esprit que nous avons une police très très fatiguée, à bout de nerfs, qui a été sur la brèche depuis des mois, et qui a été confrontée à des situations extrêmement violentes, extrêmement dures, et probablement ça pèse sur les esprits. Et au moment de faire une opération de maintien de l'ordre, je pense que ça fait partie du tableau psychologique qu'il faut. Deuxièmement, je vois bien l'extrême difficulté qu'il y a à faire du maintien de l'ordre à l'époque où tout le monde est caméraman et reporter de télévision, c'est-à-dire que le moindre acte sous l'effet de loupe des réseaux sociaux, la moindre bavure immédiatement prend une ampleur considérable. Et l'autre remarque que je voulais faire, je l'ai perdue en chemin. Mais... Elle va revenir. On a 1 heure d'émission. Vous allez pouvoir répondre, Denis Jacob, dans un instant. Mais d'abord, est-ce que c'est monté très vite sur les réseaux sociaux? C'est monté très vite. Ce qui était intéressant, c'était de voir que d'abord, ce ne sont pas les militants, mais c'est un journaliste qui a fait une vidéo qui dure 14 minutes, qui publie sur YouTube, qui n'est pas tant vu que ça, enfin, qui est beaucoup vu parce qu'il a 60 000 vues, mais c'est surtout qu'il le poste sur Twitter, et là, ça s'enflamme, avec plus d'1 500 000 vues. Et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en fait, lui poste, ensuite, vous avez Greta, qui prend ce message. Donc c'est cette militante suédoise qui avait appelé à manifester tous les vendredis. Pour vous donner une idée, sur alors elle est beaucoup sur Instagram. Sur Instagram, elle a plus de 2 millions de personnes qui la suivent. Le message qu'elle poste en reprenant cette vidéo est repris 3 millions de fois dans la journée. Et du coup,
des people s'emparent du sujet, dont Marion Cotillard qui reprend le message de Greta Thunberg. Et là où c'est vraiment intéressant et plus inquiétant, c'est que le phénomène, il n'est pas tant en France qu'à l'étranger, parce que sur l'ensemble des messages qu'il y a eu, il y a 42% des messages qui viennent de France. Le reste, c'est dans le reste du monde. Énormément en Angleterre, en particulier parce que l'association Oui, voilà, on va y revenir. est une association anglaise au départ. Beaucoup aux États-Unis. Et en fait, on nous pointe du doigt en disant mais qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter avec des images qui ont la force que vous avez décrite, mais vues de l'étranger, sans les explications, sans le contexte, sans tout ce qui est nécessaire pour bien comprendre. Ça a énormément choqué. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que à l'étranger, sur les 58% de messages qui parlent de ça sur les réseaux, ce sont beaucoup les médias et les internautes, mais beaucoup les médias, quelques people, et c'est ça qui a donné aussi cet effet Caisse de résonance aussi. Ouais. Denis Jacob, on peut donc asperger comme ça des manifestants de gaz lacrymogène à bout portant? Alors déjà, je vais reprendre un petit peu, M. Veil, parce que moi, je ne parlerai pas de bavure. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu de bavure. Le mot n'est pas utilisé. Si, vous l'avez utilisé tout à l'heure. Non, pas bavure. Si, je vous assure que oui. Si, Ah je vous bon assure que oui. pardon, alors, Je vous assure que oui, mais bon, c'est pas des bavures, c'est que les forces de sécurité utilisent les règles et les lois de la République dans le cadre d'un maintien de l'ordre très défini, pour lequel j'ai moi-même dit depuis 2 ans, 3 ans même, depuis les manifestations contre la loi travail, qu'il serait plus sage de réviser la méthode du maintien de l'ordre en France parce qu'elle ne semble plus adaptée aux manifestations auxquelles on est confronté, et on est en train de revoir la doctrine d'emploi, notamment des CRS, mais plus globalement de la police nationale, puisqu'on a vu des policiers qui étaient employés sur du maintien de l'ordre alors qu'ils n'étaient pas formés, et on a vu ce que ça avait pu engendrer comme accident, notamment dans l'utilisation du lanceur de balles de défense. Donc il n'est pas question de nier qu'il y a besoin de s'adapter, et on le fait en toute transparence. Dans le cadre de manifestations comme celle-là, pacifistes ou pas, il y a, je me répète, des lois, des règles, l'occupation illégale de la voie publique, l'obstruction d'une voie à la circulation est condamnable, répréhensible pénalement, et donc quand on nous demande de dégager ce type de manifestation, on le fait de manière calme, on le voit, hein, les CRS ne sont pas vêtus de leur tenue, ce qu'on appelle chez nous la tenue Robocop, harnachés avec leur casque, leur bouclier, leur matraque. Ils sont habillés normalement. Et puis vous avez tout un tas de démarches administratives à opérer dans le cadre des actions de police sur ce type de manifestation, que sont les sommations pour disperser, puis ensuite déloger individuellement les individus, sauf que ces individus délogés se sont rassis quelques mètres plus loin, et donc ils se sont enchaînés entre eux, et on a eu la plus grande difficulté à les déloger de la voie publique. Parce que là, on est au cœur de... Juste le pont Sully, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Paris, c'est au cœur de la capitale. Oui. Donc c'est un point central de circulation. Entre la rive gauche et la rive droite, il fallait la dégager. Il y a eu des plaintes des riverains, notamment auprès des élus locaux. Donc les autorités ont pris la décision de donner instruction de dégager par l'usage de la force adaptée à cette situation, en l'occurrence l'utilisation de gaz lacrymogène. Il fallait le faire visiblement assez rapidement, et c'est ce que les policiers ont fait. Mais quand vous voyez, vous, cette vidéo, évidemment, vous êtes un peu plus habitué que nous au maintien de l'ordre. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Mais pour moi, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. Pas pour la moi. désinvolture des CRS qui aspergent comme ça de aujourd'hui, ça vous a pas mais choqué? c'est pas de la désinvolture, c'est que pour que c'est l'impression que ça donne. le lacrymogène soit efficace, il faut le faire de manière rapprochée. Le but, c'est de toucher les yeux et la gorge, donc les voies respiratoires, pour que les gens se lèvent et s'en aillent. Le but, c'est celui-là. C'est pas par plaisir qu'on le fait, c'est pour déloger rapidement ces personnes-là. Et Madame disait que plus de 50% des messages qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux viennent d'Angleterre ou des États-Unis. Bon, de la part des États-Unis, je ne crois pas qu'on ait beaucoup de leçons à recevoir en matière de sécurité et de légitime défense et autres. Hein. Voilà, je pense que c'est bien aussi de replacer ça. Et puis en Angleterre, d'où est originaire ce collectif Extinction Rébellion, je vous invite à voir la vidéo qui circule depuis quelques jours sur la manifestation qui a eu lieu à Londres, où il y avait 2000 à 3000 activistes et qui ont été délogés manu militari par la police londonienne et qui ont été traînés sur le sol. Donc,
On n'a pas à rougir du travail qui est fait par des policiers. Je rappelle que dans ce cas de figure, ce sont des CRS. Donc ce sont des CRS qui sont aguerris au maintien de l'ordre, qui savent ce qu'ils font. Et naturellement, ils ne le font pas d'initiative. Ils le font sur instruction des autorités. Donc ils ont appliqué la voie habituelle de la doctrine d'emploi chez les CRS en matière de maintien de l'ordre. Vous parlez donc de ce mouvement Extinction Rébellion. Effectivement, c'est un mouvement lancé en 2018 au Royaume-Uni. La première action avait eu lieu le 31 octobre. Maintenant, c'est un mouvement présent dans 49 pays. L'objectif, c'est d'obliger les gouvernements à agir pour le climat. Alors, les obliger, ça veut dire... En fait, ce mouvement appelle à la désobéissance civile. C'est le seul moyen pour eux de se faire entendre. Et d'ailleurs, cette manifestation du 28 juin avait été annoncée sur le site Internet. Elle avait été appelée, cette manifestation, sur le pont Rébellion. Et il était expliqué qu'il fallait absolument se mobiliser, mais à rappeler désobéissance civile. D'accord, mais dans la non-violence, nous sommes déterminés, peut-on lire sur le site, parce que depuis des décennies, les moyens légaux ont échoué à faire changer les choses. Donc, appel à des désobéissances civiques. Nous ne prenons pas de gaieté de cœur des risques personnels et collectifs associés à cette stratégie, mais nous considérons notre rébellion à la fois légitime et indispensable. Mais annoncer ne veut pas dire déclarer. Moi, je ne vais pas condamner le fond. Moi-même, je suis très à cheval sur l'écologie et le climat, donc à titre personnel, en tant que citoyen. Donc je vais pas. Mais après, voilà, il y a des lois et des règlements dans un pays à respecter. Et malheureusement, la facilité de stigmatiser le travail des policiers, parce qu'on est aussi dans un débat beaucoup plus global sur l'activité de la police, pour tout de suite pointer du doigt quelque chose qui apparaîtrait comme des violences policières, illégales. Je rappelle quand même que depuis plusieurs années, et ça vaut pas, alors on stigmatise l'action des policières comme si elle agissait sur ordre de ce gouvernement-là, mais on a eu les mêmes problèmes sous le gouvernement Hollande avec les manifestations contre la loi El Khomri, on l'a eu également sous Nicolas Sarkozy, on a eu des débats sur l'utilisation des tasers, sur les matraques, sur les flashballs, sur les lanceurs de balles de défense, sur les canons à eau. Bon, aujourd'hui, c'est les gaz lacrymogènes, et puis demain, ça sera encore autre chose. Donc voilà. Et si vous me permettez un dernier petit point, c'est qu'on a aussi, et ça je tiens à le dire parce que j'ai déjà eu le débat ce matin à ce propos, on a aussi certains élus politiques qui invitent les gens à s'affranchir du respect des règles et de la loi, et de la part d'élus de la République, je trouve ça un peu scandaleux. Ça me paraît le point le plus important. Mais vous avez raison de dire que vous êtes constamment sous la sellette, et la police a toujours été sous la sellette. Je suis d'un âge où ça a commencé avec Marcellin. Et qui plus est avec les réseaux sociaux. Voilà, et avec les réseaux sociaux, ça a pris une autre ampleur. En plus, on a affaire de plus en plus à des mouvements revendicatifs très très radicaux, avec des méthodes d'action très, très fortes, très puissantes, et qui intègrent la stratégie médiatique dans leur mode d'action. Et puis, il y a un problème beaucoup plus général, vous l'avez évoqué à la fin, qui est celui de l'effondrement de la norme de droit. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup dans ce qu'on a appelé les violences policières pendant la crise des Gilets jaunes, c'est que lorsque les dossiers, on examine les dossiers, on se rend compte que les victimes n'ont pas conscience, souvent pas conscience du fait qu'ils ne sont pas sur un pied d'égalité avec la police. C'est pas deux bandes face à face. Il y a d'un côté des gens qui revendiquent, qui manifestent, légalement ou illégalement, si ce n'est pas une manifestation déclarée, c'est un attroupement. Après dispersion, ils se placent dans l'illégalité s'ils refusent de se disperser. Et en face, il y a des forces de l'ordre qui ont le droit de faire usage de la force dans des circonstances bien précises prévues par la loi. Le problème, c'est que l'usage de la force, de plus en plus, il doit être nécessaire et proportionnel. Or, l'impression qu'on a dans l'image qui voilà, et d'une certaine façon, plus ils ont le droit au monopole de la force, plus ils doivent le justifier par leur conduite. Et là, dans le cas particulier, ça ne paraît pas, de vue de l'extérieur, ça ne paraît ni indispensable, ni proportionné. La réaction du ministre de l'Intérieur peut-être est intéressante. Christophe Castaner qui veut des explications à la demande du ministre. Une inspection technique CRS a été déclenchée et un rapport a été demandé au préfet de police sur les modalités de gestion de cette opération de maintien de l'ordre. Tiffany. Alors, petit détail déjà important, une inspection technique CRS, c'est un petit peu comme si l'IGPN était saisi, mais pour des faits beaucoup moins graves, pour des faits présumés qui sont beaucoup plus petits, à une échelle beaucoup moins importante. Voilà. Et donc, c'est déjà important de le signaler. On n'est pas sur une grosse affaire. L'IGPN a été beaucoup saisi, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes. Bon, là, voilà, on est sur une inspection plus à petite échelle.
Et puis, oui, un rapport demandé au préfet de police pour avoir des explications. Alors, vraiment, on s'est un petit peu plongé dans le code pénal et on a vérifié aussi la doctrine d'emploi pour vérifier ce qui était autorisé par les CRS ou non. Et donc, concernant l'attroupement que l'on voit là, donc déjà il était non déclaré et en plus de ça, les CRS ont bien fait les 2 sommations qui sont obligatoires. Donc là, ils sont vraiment dans les clous de la loi, du code pénal. Et concernant la doctrine d'emploi de ces gaz lacrymogènes, ce qu'on peut leur reprocher, c'est que normalement, il faudrait être, c'est une doctrine d'emploi, ce n'est pas la loi, mais c'est ce qui est d'usage, il faudrait être à 1 mètre au moins avant d'asperger les manifestants et que sur certaines images, on voit quand même qu'ils sont à un petit mètre, un tout petit mètre. Donc c'est pas la loi, mais c'est quand même c'est ce qui se fait normalement. Oui, enfin il y a pas, enfin moi j'ai eu mes collègues certains de mes collègues qui étaient engagés vendredi sur ce dispositif. La doctrine fait des recommandations, mais après, entre 1 mètre, 2 mètres d'usage, moi je justifie pas, bien évidemment, si on peut le faire de manière tranquille et les gens obéissent et s'en vont, on va pas utiliser par plaisir le gaz lacrymogène. Mais l'efficacité du gaz lacrymogène à 1 mètre, à 2 mètres, n'est pas la même que si vous êtes à proximité au niveau des yeux, je le disais tout à l'heure, au niveau des yeux et des voies respiratoires, justement pour essayer de les dégager au plus vite. Alors est-ce qu'ils ont eu instruction de dégager les personnes le plus rapidement possible et qui justifierait le fait qu'on utilisait de manière plus proche les gaz lacrymogènes? Je ne le sais pas. Christophe Castaner a demandé une enquête et je pense qu'il a bien fait, vu la polémique qu'on a depuis 6 mois. Je pense qu'attendre, demander à l'éclaircissement des conditions dans lesquelles s'est déroulée cette affaire aurait été... c'est plus sage parce que ça aurait été reproché de toute façon de ne pas faire toute la lumière sur la façon dont on a employé l'usage de la force. Donc je pense que c'est une bonne chose. Vous avez vu comment le gouvernement réagit? Les ministres, les uns après les autres, défendent les policiers. Vous savez, les policiers, ils ont une mission de maintien de l'ordre qui est extrêmement délicate et qui se déroule dans un contexte, et le contexte est toujours important, qui est celui des mois de mobilisation de Gilets jaunes que nous avons connus derrière nous. Et donc, à un moment, ils ont une mission qui est de rétablir l'ordre public ou d'évacuer tel ou tel attroupement ou mobilisation ou groupe de personnes. Ce sont évidemment des images qui sont extrêmement choquantes. Moi, je crois néanmoins qu'il faut prendre les choses avec prudence. Je n'ai pas vu la vidéo de bout en bout, donc je ne saurais pas juger de ce qui s'est passé avant. Je crois que les militants en question participaient à un rassemblement qui n'était pas ni déclaré ni autorisé. Lorsqu'on voit ces images, évidemment, elles sont choquantes. On ne peut pas dire autre chose. Pour autant, et je crois que c'est cela qui est important, le ministre de l'Intérieur a demandé qu'une enquête soit conduite sur la manière dont les choses s'étaient passées pour précisément vérifier s'il y a eu un usage disproportionné de la force. Logique. Oui, mais je crois qu'il faut que les citoyens qui sont dans des situations de ce type, d'abord intègrent le fait que, encore une fois, il y a une loi et que lorsque la police dit respect de la loi, dispersez-vous, c'est pas juste des paroles en l'air, c'est un ordre légal et qu'à partir du moment où cet ordre, puis la première, puis la deuxième sommation ont été lancés, les gens qui restent se mettent en position de hors la loi, sont passibles de poursuites pénales et ils savent qu'ils s'exposent à des formes d'action policière qui peuvent être violentes. Les gens doivent en être conscients. Je pense que là, les militants très formés, très aguerris à qui on a affaire, en sont parfaitement conscients. Moi, j'ai peur que ce genre d'incident se renouvelle. Je suis très inquiet de ça. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que beaucoup de militants, là, ce sont des écologistes, mais que d'autres fois, ce sont des militants politiques. C'est ce qu'on a appelé d'une certaine façon la zadisation de la société française. Un certain nombre de militants chauffés à blanc par les réseaux sociaux, par certaines organisations politiques, par certains mots d'ordre, qui ont intégré une vision que je trouve paranoïaque de la société française comme étant aujourd'hui une quasi-dictature macronienne utilisant une armée prétorienne pour mater les révoltes populaires. Ça, c'est des choses que je lis tous les jours sur les réseaux sociaux. Si un gamin, ou un adulte d'ailleurs, se met cette vision, cette représentation de la société française dans la tête, je trouve qu'il s'installe dans une radicalité de posture qui devient pratiquement ingérable pour les forces de police. Donc il faut que les citoyens acceptent qu'il y a des lois et la police sera d'autant plus reconnue dans son rôle de maintien de l'ordre qu'on évitera tout débordement. Mais il faut aussi être conscient du fait qu'on est dans une démocratie médiatique et que si je prends l'exemple des gamins qu'on avait mis à genoux, je pense que ça n'était pas illégal non plus. C'était juste une énorme connerie politique
une énorme connerie politique qui a eu des répercussions politiques. Donc je pense que les policiers doivent aussi avoir conscience que, à part le respect des procédures et des instructions, ils doivent avoir conscience que leurs gestes engagent leur image et une philosophie générale de l'ordre public. Il faut qu'ils fassent de la com en même temps qu'ils C'est pas seulement de la agissent. com, c'est qu'il y a des choses qui se... Oui, dans le feu de l'action... Voilà, c'est ça. On a déjà eu ce débat, mais sur 1 800 000 messages, c'est la massification qui est intéressante. Ce que vous voyez sur une timeline, c'est forcément un peu biaisé. Pour vous donner une idée, on entend, tout le monde dit que ce sont les activistes qui ont poussé ces images. Et que c'est de l'anti-Macron. Dans l'ensemble des messages qu'il y avait... Non, je parle du climat général. J'entends bien, mais dans le climat général, sur cette affaire-là, l'association dont on vient de parler a posté un message où il prenait un petit bout de la vidéo du journaliste Lano, là, qui montre ces images, et à côté, un montage avec Emmanuel Macron qui disait, dans un contexte tout à fait différent, mais ils avaient fait un montage, venez m'emmerder, venez me compliquer la vie, exactement. Plus vous me compliquerez la vie, plus vous viendrez me chercher, plus les choses avanceront. 22 000 reprises. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet n'est ni M. Macron, ni la réalité de ce que les activistes essayent de faire. C'est la force des images qui fait que les gens sont choqués et partagent. Et le sujet, il est que, vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, nous vivons dans un monde où tout le monde peut filmer. Donc, la police doit prendre en compte cette donnée-là. C'est-à-dire que les sommations ont forcément été prises, enfin, l'enquête le dira, mais pourquoi la police ne filme pas elle-même cette partie-là qui permettrait d'avoir une réponse image contre image? Et en fait, la réalité, c'est que... Alors, c'est le cas. Alors, sur cette affaire-là... Pour avoir vraiment regardé pour préparer l'émission, c'est un tout petit peu le cas. On les entend de loin. Il n'y a pas un face caméra qui dit... Voilà, nous en sommes à la 3e sommation. Maintenant, il est temps de... Parce que vous avez raison, les gens qui sont sur place, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. C'est juste que la force des images, comme il n'y a pas de réponse d'image... Vous avez entièrement raison. C'est une demande que l'on formule et le ministère l'a pris en compte. Alors, en général, quand on est sur des théâtres de manifestations qui potentiellement vont être particulièrement violentes, comme ça a été le cas sur les manifestations des Gilets jaunes, il y a toujours des personnels référents CRS qui sont là uniquement pour filmer la scène côté police. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si ça a été le cas, mais s'il y a eu des images, elles vont être exploitées et puis ça va recouper les parts de vidéos qu'on a eues sur Internet. Elles ne sont pas dans la réalité de la spontanéité de la réponse. Non, parce que on peut pas les diffuser systématiquement sur les réseaux sociaux parce qu'il y a le temps de la médiatisation, il y a le temps de l'émotion, puis il y a le temps de l'enquête. Je le dis régulièrement. Et le temps de l'enquête, c'est pas le temps de l'émotion et de la médiatisation. Ça prend beaucoup de temps. Nous, on le dit, et je crois d'ailleurs que l'ensemble des syndicats de police y sont favorables. On demande une généralisation du port de la caméra piéton. Ça, c'est effectivement un moyen radical. Déjà, ça baisse les tensions quand on intervient, quand on voit qu'on a une caméra et que c'est en train d'être filmé parce qu'il y a un petit voyant qui s'allume. Pour nous, c'est très important et ce n'est pas pour stigmatiser le travail des policiers, mais au contraire assurer leur propre sécurité juridique parce qu'on est dans une ultra-médiatisation des actions de la police nationale et que quand nous, on travaille sur le terrain, on a autre chose à faire que de penser si on va être filmé, pas filmé. On applique tout simplement la loi et les textes qui sont à notre disposition pour faire notre travail. Et puis après, malheureusement, je dirais, il se passe ce qui se passe par des vidéos coupées, tronquées. Vous parliez de tous ces gamins avec les mains sur la tête, c'était dans les Yvelines. Si on remet tout dans le contexte, il fallait qu'on assure la sécurité des jeunes eux-mêmes, éviter qu'il y en a qui s'enfuient et qu'on n'avait pas d'autre moyen que de pratiquer cela pour pouvoir surveiller tout le monde, parce qu'il y avait 10 fonctionnaires pour 100 ou 150, peut-être même plus gamins. Donc à un moment donné, il faut qu'on trouve des solutions adaptées pour assurer la sécurité de tous. Ça peut être contestable, mais malheureusement, on n'a pas non plus de solution miracle pour faire notre travail. Alors ce sont des écologistes qui ont été délogés. La réaction du ministre de la Transition écologique, évidemment, était attendue. Elle en a surpris plus d'un. Voilà ce qu'il a déclaré hier, François de Rugy. Ce sont des manifestants qui bloquaient le passage sur un pont. Ce sont des manifestants très radicaux. J'invite les uns et les autres à agir pour le climat. On n'est plus autant des manifestations, on est autant de l'action. Pour Delphine Batho, c'est une faute politique. J'ai été choquée. Je considère que c'est une faute politique que le ministre de l'écologie soutienne ce mode d'intervention, alors même que le ministre de l'Intérieur a demandé un rapport au préfet de police et il a l'air de considérer que c'est quand même pas normal. Faute politique. Faute politique, non, parce qu'il n'y a aucun ordre politique. C'est pas Castaner qui a dit, enfin je pense pas. Alors là, elle parlait de François de Rugy. La réaction de François de Rugy. La réaction de François de Rugy. Oui, on peut, enfin, peu importe, sa réaction est à peu près la même que celle de tous les membres du gouvernement. C'est pas parce qu'il demande du ministre de l'écologie qu'il devrait avoir
une réaction différente. Il est solidaire de son gouvernement. Non, ce que je voulais dire, c'est que la question policière est une question de plus en plus complexe à traiter, parce qu'il y a une exigence de vérité. Je sais, parce que j'ai lu des rapports, que j'en ai parlé avec vos collègues, que vous êtes l'administration la plus surveillée. Précisément parce que vous avez le droit d'utiliser la force. Donc ça justifie un niveau de surveillance qui est sans équivalent à l'administration française et les plus sanctionnés, car il y a beaucoup de sanctions. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que de temps en temps, et je sais que les ministres détestent faire ça parce qu'ils ne veulent pas sembler se désolidariser de leur administration, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une publication, une publicité des sanctions? Parce que tout le monde sait que dans la crise des Gilets jaunes, où la police, globalement, pour moi, s'est bien comportée, mais il y a eu un certain nombre de manquements individuels. J'ai vu une image à Montpellier, par exemple, qui est extraordinairement choquante. Je suppose que les procédures continuent leur train. Oui. Il y a une centaine de procédures, je crois, engagées. Peut-être même qu'il y a eu déjà des sanctions. Il y en a eu 57 de mémoire, en tous les cas, qui a été transmise à l'autorité judiciaire. Et les autres classés? Non, les autres sont toujours en cours. J'imagine qu'il y a des sanctions qui ont été prononcées. Bien sûr. Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire savoir? Est-ce que le gouvernement n'aurait pas intérêt à dire, dans tel et tel cas, nous avons pris telle et telle sanction? Parce que l'opinion publique, en général, et les militants encore plus, ont le sentiment, à tort ou à raison, d'une impunité totale des forces de police. Vous répondez dans la deuxième partie de l'émission, l'opinion publique qui se demande si cette police française ne devient pas de plus en plus violente. On en parle dans la deuxième partie de l'émission. Après la dispersion d'une manifestation écologiste vendredi à Paris, les questions: la police a-t-elle abusé de l'utilisation des gaz lacrymogènes? Et il y en a une autre question qui concerne le maintien de l'ordre. Notre police est-elle de plus en plus violente? Ça note une dérive, c'est que on a maintenant depuis plusieurs mois une non-proportionnalité dans l'usage de la force par les forces de l'ordre. Et c'est moins eux, en l'occurrence, même si les images sont choquantes, on voit un policier en train de jouer quasiment comme un cow-boy avec son gaz lacrymogène après l'avoir utilisé. C'est moins eux sur lequel que je réprouve plutôt que les consignes qui ont été données. C'est-à-dire que il y a plein de pays en Europe où on considère, et à juste titre, que les gaz lacrymogènes c'est une arme. En France, c'est pratiquement aujourd'hui le minimum qui est utilisé dans les manifestations, quelle que soit l'attitude des manifestants. Tiffaine, les aérosols qu'on voit là sur les images, ce sont des armes? C'est considéré comme des armes? Oui, c'est considéré comme une arme, tout à fait. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même un maintien de l'ordre qui peut paraître très, comme un affrontement, toujours, entre d'un côté les CRS, les gendarmes mobiles qui vont avoir des casques, des boucliers, ce qu'on ne voit pas beaucoup en Allemagne par exemple, où on a plutôt des hommes qui sont sans protection apparente, donc avec en plus de ça des LBD, là encore une arme qui, on l'a vu, peut fortement blesser et qui n'est pas utilisée dans beaucoup de pays d'Europe par exemple. Et vous l'avez entendu aussi, comme nous, Éric Coquerel qui parle de dérive depuis plusieurs mois. Oui, mais bon, Éric Coquerel, il est dans le schéma de la démarche politique de la France insoumise qui consiste à désarmer la police nationale. Ça fait des mois qu'ils disent qu'il faut enlever les lanceurs de balles des défenses. On a eu une autre époque, un peu du même acabit avec le NPA, qui préconisait aussi la suppression des BAC. Bon, voilà, là, on est dans l'idéologie politique. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat politique. Lui-même, au moment de Tolbiac, avait été gazé à bout portant comme ça. Il le rappelle assez régulièrement. Il n'avait pas apprécié. Oui, il le rappelle assez régulièrement, d'ailleurs. Mais je voudrais répondre à M. Veil tout à l'heure par rapport à la transparence des sanctions, parce que je pense que c'est important d'y revenir. Alors, il y a une communication institutionnelle qui est faite chaque année on l'a eu très récemment, c'est ce qu'on appelle le rapport de l'IGPN, qui publie de manière officielle et donc vis-à-vis des médias et de la population le nombre de sanctions, le type de sanctions, dans quel cadre elles ont été prises, et ça peut aller du simple avertissement à la révocation de la police nationale. On a différents types d'échelles de sanctions dans la police nationale, et puis rappeler également qu'on a chez nous le principe de la double sanction.
C'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir de sanction pénale et malgré tout être sanctionné administrativement, ce qui n'est pas le cas dans d'autres professions. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler. C'est pas la totale impunité en matière de... Non, j'en suis sûr, mais... je ne dis pas pour vous, je dis de manière générale. Ce rapport sort 6 mois ou 8 mois après les faits, ça ne sert plus à rien. Le problème, c'est que c'est un rapport annuel. Alors, si sur chaque événement, l'administration, notamment, doit faire une publication officielle, elle le fait déjà, notamment par rapport aux policiers qui ont été blessés, c'est une chose, mais aussi aux manifestants qui le sont. Ça, c'est assez nouveau quand même. Ça fait quand même quelques années, mais je veux dire, historiquement, la police ne communiquait pas sur des événements. Le passé nous le rappelle assez souvent quand on a des dates anniversaires qui ont été... je pense notamment en 86, avec l'affaire Malik Oussekine. Voilà, on a aussi ce syndrome-là dans la police nationale, de faire très attention à ce que ce genre de drame ne se reproduise pas. Donc, Non, mais je voulais je pensais que juste vous... Non, par rapport à ce que dit Éric Coquerel, la non-proportionnalité. Non, c'est total. C'est faux. Et là, les images qu'on a... Mais je lui ai répondu en direct ce matin à Éric Coquerel. C'est faux. C'est pas disproportionné. On a des moyens non létaux à notre disposition. Certes, c'est une manifestation pacifiste, mais c'est une manifestation illégale. Et c'est pas parce qu'on est pacifiste qu'on est autorisé à enfreindre la loi et que ça empêche les forces de sécurité à intervenir et à user de la force proportionnée, ce qui a été fait. C'est pas dangereux de recevoir du gaz lacrymogène d'aussi près comme ça? C'est toujours incommodant, comme on le disait tout à l'heure. Ça obstrue les voies respiratoires. Moi, je ne suis pas médecin non plus, donc à ma connaissance, je ne pense pas qu'on ait eu des cas graves de personnes qui auraient eu des séquelles suite à l'utilisation des gaz lacrymogènes. C'est jamais agréable. Tiffaine Piogé le disait tout à l'heure, ça reste une arme. Donc, de toute façon, on doit être prudent dans l'utilisation des gaz lacrymogènes. Mais en tous les cas, le but n'est pas non plus, et c'est comme pour les manifs des Gilets jaunes, le but n'est pas d'avoir la volonté délibérée de la part des policiers d'aller blesser, voire pire, quelqu'un. Enfin, c'est pas du tout notre démarche. Il y a l'image de la France qui en souffre, on en parlait tout à l'heure. L'une des premières conséquences, c'est le réalisateur et militant écologiste Cyril Dion qui devait recevoir une distinction. Voilà ce qu'il a déclaré donc samedi au cours du week-end. Je n'ai à ce jour toujours pas procédé aux démarches administratives pour obtenir cette décoration. Comment accepter d'être décoré par un gouvernement qui fait usage d'une telle violence à l'encontre d'une partie de sa population? Là, vous l'avez dit, ça a été repris à l'étranger. L'image de la France, elle en souffre, là? Bon, on peut imaginer que c'est pas formidable pour l'image de la France. On ne peut pas dire qu'elle en souffre en soi parce que c'est récent. Ce qui est certain, c'est que les gens ont, à travers ces images, peu d'explications. Donc forcément, vous voyez quelque chose de violent qui est repris par des people. Donc de fait, ça crée de l'engagement, c'est comme ça. Les people mobilisent les gens. Mais comme il n'y a pas d'explication, de fait, ils se disent qu'en France, on traite curieusement les citoyens. Et puis de nouveau, le message de Greta Thunberg qui a été repris énormément. Ce message disait: le jour où il fait si chaud en France, il y a une manifestation pour le climat et voilà comment on traite les manifestants pour le climat. Une fois que vous avez dit ça, même si on doit le remettre en perspective, évidemment, c'est pas formidable. Qu'est-ce que vous voulez dire que la police est dans vous pouvez dire que la police est fatiguée, qu'il y a eu beaucoup de trucs. La réalité, c'est que dit par une jeune femme de 16 ans qui est devenue une personnalité, une égérie de ce combat, il n'y a pas beaucoup à dire de plus. Et c'est certain que l'image une bataille de communication. Je rapprocherai ça du décrochage. Les militants écologistes, c'est pas le même groupe, mais c'est la même aspiration, qui vont dans les mairies décrocher les portraits d'Emmanuel Macron. Ils savent parfaitement que c'est un acte illégal. Il y a déjà eu plusieurs condamnations qui sont tombées, mais d'une certaine façon, les condamnations font partie de leur stratégie média. C'est le cas de cette association. Il s'agit de faire la démonstration que nous sommes un État répressif qui non seulement qui prétend faire de l'écologie, mais en réalité qui persécute les écologistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne déclarent pas leur manifestation, parce que c'est la désobéissance civile. Donc comme les Gilets jaunes. Voilà. Mais vous iriez jusqu'à parler de manipulation? Une question que je vous pose à tous les deux. Est-ce c'est limite ou est-ce qu'on si c'était de la manipulation, quand on regarde ce qu'ils ont publié, ce qu'ils ont fait, la manipulation, elle n'a pas très bien fonctionné. Après, si on se dit qu'ils comptaient sur ces images et ce genre d'images pour mobiliser, là, c'est réussi. Je ne sais pas s'ils avaient imaginé qu'ils obtiendraient ces images-là et que ces images feraient réagir à ce point-là dans le monde entier. Donc, c'est une bataille de communication. Je ne suis pas certaine que les militants eux-mêmes maîtrisaient si bien la réalité de ce qui allait se passer. En tout cas, ce serait plutôt intelligent parce que ce qui choque vraiment sur les réseaux sociaux, c'est le fait que ce soit des militants pacifistes qui sont assis, qui ne bougent pas, alors que on avait tendance à imaginer plutôt les militants du Black Bloc que l'on voit repousser violemment. On l'a vu pendant des mois quand même avec les Gilets jaunes.
Et là, on se dit, mais ils sont assis, ils sont calmes, pourquoi est-ce qu'on les agresse? Alors qu'en fait, ce qu'ils font, aux yeux de la loi, en tout cas, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est interdit, puisqu'ils n'ont pas le droit d'entraver la circulation. Ça, c'est condamné de 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Et ils n'ont pas le droit non plus de participer à une manifestation non déclarée, voilà, et encore moins de l'organiser. Alors, il y en a beaucoup quand même qui s'interrogent sur le maintien de l'ordre en France. L'ONU, on s'en souvient, s'est alarmé cet hiver. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, avait préconisé en janvier l'interdiction des flashballs. Mediapart, au mois de mai, avait publié un article avec ce titre « Pourquoi la police française est devenue la plus violente d'Europe occidentale ». Et puis, il y a un article de l'hebdomadaire allemand Die Zeit qui vient d'être publié il y a quelques jours seulement après la disparition d'un jeune homme à Nantes. La police française, alors on traduit, la police française est considérée comme l'une des plus violente en Europe. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je considère que c'est faux, mais elle est considérée comme la plus violente d'Europe des yeux de ceux qui ont un maintien de l'ordre et une méthode policière qui n'est pas culturellement la même que la France. Et alors, c'est quoi notre maintien de l'ordre culturellement, alors? Parce que Tiffaine le disait il y a un instant, c'est-à-dire qu'en Allemagne, les CRS ne sont pas armés lourdement comme chez nous, ils ne sont pas protégés lourdement comme chez nous. Il y a beaucoup de différences comme ça. Disons que les méthodes ne sont pas les mêmes, mais on peut aussi parler de la police londonienne qui intervient à cheval, par exemple, sur des manifestants. Est-ce que c'est pas plus violent qu'un coup de gaz lacrymogène? Prenez-vous un bon coup de sabot, vous allez voir l'effet que ça va vous faire. Donc à un moment donné, il faut culturellement replacer chaque façon de faire sa police par rapport à la culture du pays. Si vous prenez la Suède, par exemple, d'où est originaire, je crois, la jeune Greta, les méthodes policières n'ont rien à voir avec la police française. Est-ce que pour autant, il n'y a pas des actions de la police suédoise qui n'en restent pas moins violentes dans certaines circonstances? Mais il faut étudier, bien évidemment, tout cela. Ça ne veut pas dire qu'on adhère aujourd'hui à la pratique du maintien de l'ordre à la française qui relève de l'après-mai 68. Aujourd'hui, on est confronté à de nouveaux, je disais tout à l'heure, un nouveau type de manifestation particulièrement violente, vindicative, où l'on considère que de toute façon on s'affranchit de toutes les lois de la République, y compris à ne pas déclarer en amont une manifestation. Et donc, est-ce que nos moyens aujourd'hui sont adaptés à ce type de manifestation où on a du maintien de l'ordre de contact, ce que l'on n'avait pas avant 2016, où c'était toujours du maintien de l'ordre, de maintenir à distance les manifestants. On n'était d'ailleurs jamais en contact direct, on était plutôt dans des rues adjacentes pour être le moins visible possible. Aujourd'hui, on fait face à des affrontements directs. Il faut revoir le maintien de l'ordre. Ça, moi, je le dis depuis maintenant de nombreux mois. Il y a des moyens qui existent, notamment en Allemagne, qui, je pense, seraient utiles de développer en France, que sont notamment les moyens sonaux très importants et qui portent à longue distance, parce qu'on a constaté que quand on faisait les ordres de dispersion, eh bien, un grand nombre des manifestants n'entendaient pas nos sommations et donc il y avait une incompréhension. Et donc, voilà, il y a des choses à revoir. Dans les moyens non létaux à utiliser, eh bien, ce que l'on a aujourd'hui, je pense qu'il faut le maintenir, mais il faut peut-être envisager d'autres moyens également non létaux, dans le cadre de manifestations comme celle-ci, par exemple, qui apparaissent moins violentes et qui nous permettent de faire notre travail. J'ai demandé également, et ça a été acté par le ministre de l'Intérieur, de mettre en place ce qu'on appelle le traçage on va dire ADN, c'est le traçage chimique qui permet d'identifier a posteriori des manifestants particulièrement violents dans le cadre d'une enquête judiciaire où, quand ils sont marqués par ces produits-là, eh bien, ils restent marqués au moins pendant 6 semaines, donc ça, y compris sur la peau. Donc voilà, il existe à travers le monde des moyens efficaces pour un type de maintien de l'ordre. Il faut une vraie évolution et je dirais il faut plusieurs doctrines parce que chaque manifestation peut être différente. Il faut une doctrine pour des manifestations violentes, il faut une doctrine pour des manifestations dont on sait, comme celle-là, qu'elle sera pacifiste, et puis qu'on adapte les moyens. Mais on ne va pas renier aujourd'hui ce qui a fonctionné pendant un demi-siècle et dont la police nationale a été le fer de lance à travers les polices internationales, puisque, je le rappelle, on a toujours été pointé comme une police exemplaire et que de nombreuses polices étrangères sont venues se former en France, où des policiers français sont allés former à l'étranger des polices.
C'était pas de contact et en fait, ça devient problématique depuis que l'on va au contact. Tout à fait. Quand on est en contact, malheureusement, on ne peut pas ignorer des dommages collatéraux potentiels et la manifestation des Gilets jaunes depuis 6 mois l'a malheureusement démontré. Un contexte extrêmement tendu, effectivement, avec ce climat social. En janvier dernier, un CRS de Montauban tirait la sonnette d'alarme. Il faut arrêter le massacre. Où allez-vous, les gars? Où vous allez, là? Parce qu'on vous a donné 100 et quelques euros par mois? Non, il faut arrêter, les gars. Vous avez des gosses en face, des retraités en face, vous avez des femmes en face. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous dépassez la mesure. Et ce n'est plus possible. Alors, je vous demande d'être un peu lucide. Je vous demande d'être républicain. Voilà, à la retraite, donc un peu plus de recul, mais voilà, avec son expérience à lui, comment il jugeait le travail de la police aujourd'hui? Oui, alors moi je reste très prudent parce que ce collègue est à la retraite, donc il est d'une génération de policiers que moi j'ai connue en arrivant dans la police nationale il y a une trentaine d'années, où on pouvait s'autoriser certaines choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Voilà, je le précise quand même, donc je veux bien tout entendre, mais aussi il faut relativiser par rapport à ce qu'était la police il y a une quarantaine d'années et qui a fort heureusement évolué, qui a un code de déontologie, je le rappelle. Et quand il y a des fonctionnaires qui ne le respectent pas, eh bien, ils en assument la responsabilité et quand ils doivent rendre des comptes, ils rendent des comptes. Et on en revient à ce nombre important de sanctions qui est prise chaque année parce qu'on a des fonctionnaires qui ne respectent pas les règles qui nous sont imposées. On doit être exemplaire et on doit le rester en toutes circonstances. C'est pas évident. Parce que mes collègues font face, effectivement, M. Veil le disait tout à l'heure, à une extrême fatigue, un suremploi depuis les attentats de 2015, où ils n'ont pas pu souffler, où on leur en demande toujours plus, avec des conditions de travail particulièrement difficiles. Je vais le rappeler aujourd'hui, mais bon, je pense que tout le monde le sait, on est dans un contexte de risques psychosociaux particulièrement graves dans la police nationale aujourd'hui. On a eu 2 suicides ce week-end supplémentaires. Je pense qu'il est utile de le rappeler, portant aujourd'hui le nombre à 37 policiers qui se sont donné la mort. Alors on dit toujours il ne faut pas donner le chiffre parce que ça peut créer un effet mimétisme, mais en attendant, c'est la réalité. Donc il y a une véritable souffrance. Ça n'excuse pas l'inexcusable, que les choses soient claires, mais il faut prendre aussi ce contexte particulièrement tendu qu'il y a au sein de la police nationale depuis maintenant 4 ans. Il y a des réponses qui commencent à être apportées, ça ne va pas assez loin à mon goût, et assez vite surtout, mais il y a toutes les conditions de travail à améliorer aux fonctionnaires de police. Mais est-ce que ce thème-là, la police en France est violente, il y a des bavures policières, des dérapages, est-ce que ça c'est un thème qui monte sur les réseaux sociaux ou pas? Alors qui monte, non, qui a plutôt tendance à stagner, mais qui a beaucoup monté au moment des Gilets jaunes. Évidemment, c'était un des sujets récurrents, un des thèmes de conversation favoris. Avec au début le sentiment que personne n'écoutait et n'en parlait dans les médias, et puis petit à petit le sentiment que c'était plus écouté. Mais on ne peut pas dire que ça monte depuis les Gilets jaunes. Il y a eu un énorme pic à ce moment-là. Voilà, pic à ce moment-là. Depuis, on en parle en soi, mais pas plus que... C'était encore samedi le thème principal de la 33e, 34e journée de mobilisation des Gilets jaunes, c'était contre les violences policières. Parce qu'il y a un effet d'entraînement de réciprocité, c'est-à-dire que les violences policières, entre guillemets, moi je mets toujours des guillemets, ont été à un moment donné un des principaux arguments de mobilisation des Gilets jaunes et de leurs sympathisants. C'est pour ça que je pense on ne peut pas séparer la question du maintien de l'ordre de la problématique politique qui se cache derrière. La question que pose cet événement-là, qui n'est pas d'une gravité exceptionnelle, c'est est-ce que ça valait la peine? Voilà. Il y avait 50 gamins qui barraient le pont de Sully, c'est ça? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce qu'on ne pouvait pas les laisser pendant 2 heures au soleil, puis ils seraient rentrés se coucher? C'est là qu'on... Mais après, on monte dans l'escalade de s'autoriser tout ce que l'on veut. Est-ce qu'il faut réagir, éventuellement surréagir en permanence à toutes les provocations militantes qui vont se multiplier à l'infini? Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une manifestation illégale et du coup, si on laisse faire l'illégalité, on rentre dans une chaîne qu'on n'arrive peut-être pas à maîtriser. Pascal Perry, on ne va pas demander ce que vous